Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un principe comptable, eh bien, il y a des contreparties à cette masse monétaire. Alors, ces contreparties, eh bien, c'est très simple, ce sont toutes les créances sur l'économie. L'ensemble des crédits accordés aux agents non financiers résidents, essentiellement les ménages et les entreprises. J'ai dit essentiellement parce qu'il y a aussi l'État. Donc vous comprenez bien que si d'un côté j'ai la monnaie, si de l'autre côté j'ai les créances sur l'économie, quand l'économie rembourse ses créances, ça doit faire diminuer ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire la quantité de monnaie. Donc le remboursement des crédits contribue bien à diminuer la masse monétaire. Alors, les créances sur l'État, elles sont constituées des prêts accordés à l'État, hein, mais aussi ce qu'on appelle des bons du trésor négociable et des obligations d'État détenues par les établissements de crédit. Alors, on verra, quand on étudiera le financement de l'État, qu'effectivement l'État émet des sortes d'obligations, hein, en quelque sorte, pour pouvoir financer à la fois son activité, hein, donc ce sont des obligations de court terme, mais aussi pour pouvoir financer ses déficits, puisque malheureusement notre État est très déficitaire, et donc il doit emprunter, et il emprunte en émettant des obligations. De la même manière que les entreprises, en tous les cas les sociétés anonymes, peuvent émettre des emprunts obligataires pour se financer. Alors, enfin, le troisième type de créance, les créances sur l'extérieur, c'est-à-dire ce que je vous expliquais, à savoir que l'achat de devises par les banques à leurs clients exportateurs, eh bien, correspondait effectivement à une créance sur le reste du monde, c'est-à-dire que quand une banque achète des dollars que lui apporte un de ses clients, eh bien, c'est comme si les États-Unis d'Amérique avaient une dette vis-à-vis de cette banque, puisque les États-Unis d'Amérique sont tenus de racheter leur propre monnaie aux agents non résidents aux États-Unis. Donc, c'est simple, ce sont toutes les créances qui sont la contrepartie de la masse monétaire. Alors, à côté des agrégats monétaires, il y a des agrégats de placement. Hein, ce n'est pas la même finalité. Le placement, ce sont des instruments d'épargne, évidemment. Et donc, il ne faut pas les confondre. Alors, ces agrégats de placement, comme M1, M2, M3, vous voyez que les économistes de la monnaie et de la finance sont très poétiques. M1, M2, M3 pour monnaie 1, monnaie 2, monnaie 3, et P1, P2, P3 pour placement 1, placement 2, placement 3. Hein. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, dans l'agrégat P1, eh bien, nous avons tous les placements stables par nature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre en capital, et qui ne sont pas négociables sur un marché. Par exemple, les plans d'épargne logement. Donc, un plan d'épargne logement, ça a une durée de vie, et on s'engage à alimenter ce plan d'une manière fixe tous les mois, et au bout d'une certaine durée, eh bien, on aura droit effectivement à un crédit pour acheter un logement. Voilà le principe du plan d'épargne logement. Et ce crédit, il sera, comme on dit, à taux bonifié, c'est-à-dire il sera moins coûteux qu'un crédit ordinaire. Donc, c'est par définition un placement stable. L'agrégat P2, lui, rassemble les obligations. Je vous parlais tout à l'heure des emprunts obligataires des entreprises, mais il y a aussi des obligations d'État. Hein, donc, ce sont des institutions, l'État ou des entreprises qui vont émettre des emprunts avec des titres d'emprunt que des particuliers ou d'autres entreprises ont achetés, remboursables à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, c'est marqué quand c'est remboursable, et rémunérés, là aussi, la rémunération est prévue à l'avance. Donc c'est rémunéré tous les ans par un taux d'intérêt jusqu'à échéance de l'obligation. Donc les obligations sont dans P2. Les titres d'OPCVM, obligations. Alors les OPCVM, ce sont soit les SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable, qui sont des pots communs d'obligations, c'est-à-dire que dans un titre de SICAV, vous avez plein d'obligations qui sont mises d'origine différente, et donc vous avez des fractions d'obligations à l'intérieur pour limiter les risques, et puis vous avez les FCP, les fonds communs de placement, qui sont la même chose, mais destinés à récolter l'épargne d'entreprise, et qui sont donc réservés aux entreprises. Et puis vous avez d'autres choses, comme les réserves techniques d'assurance, représentatives de l'assurance vie, enfin bref, je vous passe les détails, mais il y a effectivement, on est dans des questions monétaires et financières, et il y a
des produits extrêmement techniques. Enfin, l'agrégat P3, lui, P3, il nous intéresse plus, puisqu'il comprend l'autre produit de financement de l'activité économique, qui est aussi un produit de placement très important, mais qui est sujet à des déperditions ou des survalorisations en capital, et l'époque actuelle est bien révélatrice de cela, puisque dans P3, on a les actions, évidemment, quand on voit qu'en moyenne, les actions françaises ont perdu pratiquement 60% de leur valeur depuis le 1er janvier 2008, donc ça peut souffrir d'une certaine perte en capital. Et puis, les mêmes titres d'OPCVM dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les SICAV et les FCP, mais cette fois-ci, qui contiennent des actions, et c'est compris dans l'agrégat P3. Donc là, on est dans le placement, si vous voulez, de la monnaie, on n'est plus dans les moyens monétaires. On est déjà dans une utilisation de la monnaie comme produit d'épargne. Alors, voyons maintenant ce qui nous intéresse particulièrement, le contrôle de la masse monétaire. Et le contrôle de cette masse monétaire rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la politique monétaire. Alors, d'abord, première question, une politique monétaire, pourquoi faire ?